Bonjour à tous, bienvenue au Mardi de la vaccination au Centre fédératif de prévention et dépistage au CHD Vendée à La Roche-sur-Yon. Le Centre fédératif de dépistage, ce sont 4 unités, le centre de vaccination polyvalente, le centre gratuit de diagnostic et dépistage des infections sexuellement transmissibles, le centre de lutte antituberculose et le centre de vaccination internationale. Merci à l'ARS Pays de la Loire pour son soutien, au comité régional d'antibiotiques Pays de la Loire pour sa collaboration. Merci aux intervenants qui vous ont préparé des interventions ce soir. Merci à l'équipe du CFPD qui nous a permis de réaliser cette soirée. Et puis merci à l'équipe technique qui vous permet de nous suivre ce soir en streaming. Alors, au programme, ce soir, nous vous avons concocté un programme en 3 parties. Donc, un premier thème qui sera la mise à jour vaccinale avant, pendant et la grossesse. Donc, c'est le docteur Girard, Céline, médecin au CFPD, qui va faire sa présentation. Ensuite, en deuxième, donc vous aurez toujours la possibilité de poser des questions. J'ai les questions sous les yeux, donc je pourrais, voilà, on peut interagir ensemble par rapport aux présentations. Donc ensuite, en deuxième thème, nous aurons le docteur Malodji, Lucie, qui va intervenir sur la prévention de la variole du singe, avec un retour d'expérience du déploiement de la vaccination au CHD Vendée. Donc de la même façon, nous pourrons interagir avec elle par des questions en fin de présentation où voilà, on laisse les présentations se dérouler et il y aura une partie de questions à la fin de toutes les présentations. Et puis, en dernière partie, ce soir, nous avons les trucs et astuces. Donc, c'est la vaccination en pratique avec Tatiana Boursier et puis Élodie Durand, qui sont infirmières au centre de vaccination polyvalente et qui vont nous présenter des choses très pratico-pratiques. Et vous aurez même une participation en ligne avec WooClap. Voilà, donc une bonne soirée en perspective. Il y aura de l'interaction, des échanges interactifs et cette soirée sera retransmise en replay dans les quelques jours qui viendront. On va laisser tout de suite la parole à nos intervenants. Donc le docteur Céline Girard qui nous parle donc de la mise à jour vaccinale avant, pendant et après la grossesse. C'est à toi, Céline. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis médecin généraliste au Centre fédératif de prévention et dépistage. Je suis plus particulièrement référente du centre de vaccination polyvalente. Et ce soir, j'ai eu envie de vous parler des vaccins de la grossesse parce qu'il y a une actualité cette année et puis aussi parce que c'est un sujet dont on ne connaît pas forcément les détails. On va peut-être tendance à être très prudent sans savoir exactement ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc j'espère qu'après ma présentation, ça sera plus clair pour vous. Donc la grossesse, c'est une période immunitaire particulière puisqu'il y a une nécessité de tolérer le fœtus qui est à moitié étranger. Et donc c'est marqué par une diminution de l'immunité cellulaire avec une baisse de l'activité des natural killers, des phagocytes. Et on va avoir les lymphocytes T qui vont plutôt faire pencher la balance vers l'immunodépression. Alors ça a certains avantages comme les greffes qui sont bien tolérées à ce moment-là, les maladies auto-immunes qui sont en général calmes, en rémission. Et puis on a aussi de ce fait-là une sensibilité plutôt accrue aux infections virales, la grippe, la varicelle, mais aussi la rhinopharyngite banale. Et puis l'immunité humorale, elle va en parallèle être conservée, voire augmentée pendant la grossesse. Donc, à quoi est-ce qu'il faut penser devant un projet de grossesse? Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Moi, je vais vous parler seulement des infections qu'on peut prévenir par des vaccins. On ne va pas parler, par exemple, de la toxoplasmose. Par rapport à tout ce qui est qu'on peut prévenir avec les vaccins, vous avez la vaccination rougeole, oreillon, rubéole. Donc, vérifier si la patiente elle a bien reçu 2 doses. On va vérifier aussi si elle a été vaccinée contre le Covid, si elle a été vaccinée contre la grippe, si on est en saison grippe. On peut proposer aussi, on peut lui demander si elle a déjà fait une varicelle. Parce que c'est une grande majorité, mais c'est pas tout le monde, notamment les femmes qui auraient grandi dans des pays tropicaux. Sur le continent africain, la prévalence de varicelle est beaucoup plus faible, et donc elles peuvent arriver à l'âge adulte sans avoir fait la varicelle.
Et donc, si vous avez un doute, si la patiente ne sait pas vous dire, eh ben, vous pouvez faire une sérologie pour savoir où vous en êtes. On va aussi rechercher l'hépatite B, ça c'est dans les bilans de base de la grossesse, mais on peut aussi lui proposer de la vacciner, c'est là des facteurs de risque, donc si elle vit avec des gens porteurs de l'hépatite B, c'est dans une situation de précarité, ça va être intéressant de la vacciner. Et puis on va déjà pouvoir, avant la grossesse, évoquer la question de la vaccination coqueluche, qui est maintenant recommandée pendant la grossesse, parce que si la patiente elle vous dit d'emblée qu'elle n'acceptera pas de faire ça pendant la grossesse, bah, autant la vacciner avant, qu'elle soit déjà protégée. Alors avec quelle modalité ? Il n'y a aucun délai particulier à respecter entre un vaccin inerte ou un vaccin à ARN messager et le début de la grossesse. Donc ça concerne tous les vaccins classiques, diphtérie, tétanos, polio, hépatite B, méningo, grippe et le vaccin Covid. C'est seulement en cas de vaccin vivant atténué qu'il faut éviter d'être enceinte et il faut éviter de débuter une grossesse pendant le mois qui suit l'injection. Et donc les vaccins vivants atténués, c'est le ROR, la varicelle et la fièvre jaune. Mais parfois, ça peut arriver qu'on ait vacciné une femme qui ne se savait pas enceinte et elle nous a dit il n'y a pas de souci et finalement elle est enceinte ou elle est tombée enceinte juste après qu'on l'ait vaccinée avec un vaccin vivant. Donc là, d'abord on peut paniquer. Et ensuite, on va aller sur le site du CRAT, qui est le site de référence des agents tératogènes que les gens qui suivent les femmes enceintes en général connaissent, qui est plutôt rassurant, qui va nous dire qu'il y a peu de complications. Dans le cas du ROR, il n'y a même aucune surveillance particulière à faire, donc aucune déclaration de rien. On va juste rassurer la femme. On n'aurait pas dû le faire, mais les grossesses qui ont été suivies malgré un ROR, il n'y a pas eu de problème. Et dans le cas du vaccin varicelle-zona, là, on a assez peu de données, donc ils sont plutôt rassurants, mais ils vont quand même conseiller de les contacter pour enrichir les connaissances sur ce vaccin. Donc, je vous ai fait un petit rappel des risques infectieux pendant la grossesse. Toujours pareil, hein, seulement les maladies à prévention vaccinale. Donc la rougeole, on en parle beaucoup pour les enfants, mais comme toute infection qui peut secouer un peu, on va avoir des risques d'avortement spontané, de mort fœtale in utero. Ça ne va pas donner de malformation fœtale en soi, c'est vraiment la mère qui a plus de risques d'être hospitalisée. On a la rubéole, ça c'est plus classique dans les bilans de grossesse. On va toujours vérifier si la femme est protégée. La rubéole, elle est surtout problématique pour le fœtus, qui va avoir des graves malformations si elle est contractée avant 20 semaines d'aménorrhée. La varicelle, c'est la même chose. Si elle est contractée avant 20 semaines d'aménorrhée, ça donne vraiment un syndrome malformatif très grave. Et ça va aussi être problématique s'il y a une poussée de varicelle en fin de grossesse, ce qui risque de contaminer le nouveau-né au moment des quelques jours après la naissance. Ce qu'on craint comme complication de la varicelle chez l'adulte, c'est la pneumopathie. Elle n'est pas plus fréquente chez la femme enceinte, mais elle est plus grave du fait des capacités respiratoires qui sont déjà diminuées et puis des modulations immunitaires. Donc quel vaccin on peut proposer pendant la grossesse ? Il y en a qu'on peut et il y en a qu'on n'a pas le droit du tout et il y en a, ça dépend. C'est-à-dire que par principe de précaution et ou du manque d'études effectuées sur la population des femmes enceintes, on va quand même éviter la majorité des vaccinations. Il y en a qu'on peut faire si vraiment on estime qu'il y a un risque élevé, comme l'hépatite B, le méningocoque. Ça va vraiment être si votre patiente, son partenaire, il est malade de l'hépatite B, où il y a une infection à méningocoque dans l'entourage. Là, le risque les bénéfices l'emportent sur le risque. Donc ça, c'est les vaccins en général. Et puis, il y a des vaccins qui sont spécifiquement recommandés pendant la grossesse. Par exemple, une femme adulte qui n'est pas enceinte, elle ne va pas avoir une recommandation de vaccination grippe. Mais la femme adulte enceinte, il faut la protéger de la grippe parce qu'elle est plus à risque de complications. Le Covid-19, c'est pareil. Et puis la nouveauté, le vaccin diphtérie, tétanos, polio et coqueluche. Donc la grippe et la grossesse, ça va entraîner un surrisque d'hospitalisation, un risque relatif multiplié par 5 quand on arrive au 3e trimestre, avec, comme toutes les infections, un risque augmenté de fausses couches, d'accouchement prématuré. On sait que le vaccin antigrippal, il va être efficace pour diminuer le nombre de grippes. Alors ça dépend des années, 30 à 50% de diminution.
il va avoir des effets indésirables qui sont classiques, fièvre, douleur au point d'injection. Et puis on n'a pas d'augmentation des malformations dans les études qui ont été effectuées. Et puis le petit bonus, c'est qu'il va protéger l'enfant à naître d'une infection grippale dans les 6 premiers mois de vie. Donc ça, c'est important à dire aux patients, aux patientes toujours qu'on sait qu'il n'y a pas de malformation, on sait qu'il n'y a pas de complications à faire ce vaccin-là, parce que ça va toujours être la réticence des femmes quand elles sont enceintes. La vaccination du Covid-19, donc ça, le Covid, c'est comme la grippe, hein, c'est un virus qui va plutôt toucher les voies respiratoires. Et donc le risque augmente, le risque d'avoir une forme grave augmente avec l'avancée de la grossesse, jusqu'à 4 fois plus de risques. Ça, c'est pour la maman. Et le risque fœtal, toujours pareil, mort fœtale in utero, prématurité. Les vaccins à ARN messager qui ont été nouveaux, on en a beaucoup entendu parler. Donc là, je me base sur une étude du Centre de pharmacovigilance de Toulouse qui a analysé les données jusqu'au 21 avril 2022. Spécifiquement sur les femmes enceintes et allaitantes, qui a montré que le nombre de morts fœtales, de fausses couches spontanées n'était pas plus fréquent chez les femmes vaccinées que chez les femmes non vaccinées, enfin que la moyenne générale. Le risque malformatif, c'est toujours en surveillance, mais il n'y a pas de signal inquiétant qui ressort. Et donc la vaccination est recommandée quel que soit le trimestre. Au début, vous vous souvenez peut-être de la vaccination Covid, on disait après 10 semaines d'aménorrhée, parce qu'on craignait, vu la fréquence des fausses couches précoces, que ça soit mis sur le dos du vaccin, et on voulait éviter cette inquiétude-là ou cette arrière-pensée-là. Donc ça avait été dit plutôt au 2e trimestre, et puis maintenant on est tranquille, on recommande à n'importe quel trimestre. La petite nouveauté donc, de cette année, c'est le vaccin diphtérie, tétanos, polio et coqueluche qu'on va faire dans le schéma vaccinal de la femme enceinte. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau en fait. Dans beaucoup de pays, ils le faisaient déjà. Ils avaient commencé en 2012, 2013. Vous voyez, là, il y a tous les pays qui sont listés. L'avantage de ce vaccin-là, c'est qu'il va protéger l'enfant via les anticorps transmis par le placenta. Et c'est pour ça qu'on va plutôt attendre 20 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 36 semaines. L'idée, c'est vraiment qu'au moment de la vaccination, il y ait un pic d'anticorps et que ces anticorps-là soient transmis au fœtus. On sait que la vaccination coqueluche, les anticorps, ils baissent très rapidement après la vaccination. Et c'est aussi pour ça que c'est recommandé de refaire à chaque grossesse une nouvelle injection. Ça marche très très bien pour diminuer les taux de coqueluche. Hein, ça diminue jusqu'à 90% les coqueluches et en parallèle, ça diminue le nombre d'hospitalisations et de décès. L'avantage aussi, c'est que si la vaccination a été effectuée au moins 4 semaines avant l'accouchement, c'est-à-dire que le nouveau-né, enfin le bébé dans le ventre a eu le temps de recevoir les anticorps, on n'a pas besoin de vacciner l'entourage comme on faisait pour le cocooning. Si ça n'a pas été le cas, s'il n'y a pas eu 4 semaines, on va revenir à la stratégie du cocooning. Donc le cocooning, je le rappelle, c'est le fait de vacciner contre la coqueluche les parents et toutes les personnes qui vont avoir un contact étroit pendant le nourrisson dans ces 6 premiers mois. Et donc là, on va faire une dose de vaccin de tétanos coqueluche aux personnes qui n'auraient jamais été vaccinées ou aux personnes qui n'auraient pas été vaccinées depuis au moins 10 ans, s'ils ont plus de 25 ans, et 5 ans s'ils ont moins de 25 ans. Donc là, on est passé sur les vaccins du postpartum. Donc on revient sur ces fameux vaccins qu'on n'a pas pu faire pendant la grossesse, rougeole, rubéole, varicelle. Si la patiente n'est pas protégée, on est content déjà si elle n'a pas été exposée à la rubéole et à la varicelle pendant sa grossesse. Et idéalement, il faut la mettre à jour rapidement après l'accouchement. Déjà parce qu'elle risque d'être exposée à ces maladies-là du fait des enfants. Et puis, ça permet aussi d'anticiper et de protéger une grossesse ultérieure parce que c'est possible qu'après, on n'y pense plus et puis qu'on se retrouve dans 1, 2, 3 ans plus tard dans la même situation. Elle est en début de grossesse et on se dit, mince, elle n'est pas protégée. Si la femme, elle allaite, pour le ROR, ils ont analysé que dans le lait, il y a des passages d'antigènes vaccinaux, mais que ça n'a pas d'effet sur l'enfant. Donc, on n'a pas besoin de différer la vaccination. Et pour la varicelle, ça n'a pas été retrouvé dans le lait, mais on a très peu de données. Donc, ça va plutôt être recommandé de faire quand même à la fin de l'allaitement. Toujours pareil, si la femme avait été exposée à la varicelle, on va préférer faire une vaccination post-exposition, même si elle allaite, que de la laisser faire sa varicelle à l'âge adulte.
J'en profite pour faire une petite digression. Après la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le bébé, parce que c'est des choses qu'on peut entendre des patients par rapport au fait d'allaiter et d'avoir besoin des vaccins. Donc c'est vrai que le lait maternel, ça a des propriétés antivirales, antibactériennes, immunomodulatrices. C'est surtout, ça va apporter des immunoglobulines, mais surtout de type A, qui vont aller se mettre sur les muqueuses respiratoires et digestives, donc qui vont protéger de ces infections-là, des rhinopharyngites, des gastro. Mais c'est pas spécifique et ça va pas protéger des infections graves. Les infections graves, elles vont plutôt être, elles vont avoir besoin d'anticorps de type G qui sont transmis par voie transplacentaire et qui s'épuisent en quelques mois après la naissance. Et puis, pour être protégée par les anticorps de la mère, il faut encore que la mère soit protégée contre ces maladies-là. Donc, si la mère elle n'est pas vaccinée non plus ou que les vaccins sont trop anciens, elle va pas protéger son enfant, même par voie de transplacentaire. Et on rappelle aussi que les infections sévères pour lesquelles on veut protéger l'enfant, le méningo, le pneumocoque, qui vont donner des septicémies, des méningites, le pic de fréquence, c'est entre 2 et 6 mois de vie. Donc il ne faut vraiment pas retarder les vaccinations parce que l'enfant est allaité. C'est vraiment complémentaire, ça va être 2 protections complémentaires. Je vous ai remis comment faire un rattrapage. Le ROR, en l'absence de carnet, en l'absence de preuve écrite, on fait 2 doses à 1 mois d'écart. Pour la varicelle, c'est 2 doses à 4 à 8 semaines d'écart en fonction des vaccins. Il y a 2 marques différentes. L'hépatite B, c'est 3 doses à 1 mois puis 6 mois. La grippe, c'est un seul vaccin en période hivernale. Et le diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, donc une dose pendant la grossesse. Et je vous redis que si elle venait de faire son rappel tétanos il n'y a pas longtemps, c'est pas un problème. On peut quand même refaire un DTP coq par-dessus puisque le délai minimum à respecter, c'est 1 mois. Donc je vous ai remis le petit lien de l'ANSM qui a fait un dossier vraiment vaccination et grossesse. Et puis le site Vaccination Info Service qui est vraiment une source d'information très pratique où vous allez trouver rapidement tout ce qu'il vous faut sur les vaccins. Et donc je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais passer la parole au docteur Maloggi. Donc, moi, j'aurais peut-être une question, juste parce qu'il nous reste 3 minutes, voilà, sur ton intervention, Céline. Plutôt de me dire, voilà, avant, on avait l'habitude de pratiquer le cocooning dans l'entourage donc du bébé qui venait de naître, auprès du papa. C'est un discours qu'on a mené pendant pas mal d'années auprès des sages-femmes, des professionnels de santé, gynéco, etc., qui sont auprès des femmes enceintes et au moment en périnatalité et au retour à domicile. Donc je voulais savoir si tu pouvais nous dire un peu plus sur voilà, l'efficacité de l'injection de vaccination en cours de grossesse par rapport au cocooning. Alors oui, on savait que le cocooning, c'était une stratégie un petit peu laborieuse parce que c'est difficile de vacciner vraiment tout l'entourage. Et que voilà, on lit des études où il faut vacciner 10 000 personnes pour éviter une coqueluche. Voilà, ça, on le sait déjà, mais c'est la seule chose qu'on avait pour protéger le nouveau-né. Dans d'autres pays, ça fait un moment qu'ils faisaient cette vaccination coqueluche de la femme enceinte parce qu'on savait que ça marchait mieux justement via ces anticorps transmis. Mais en France, on a mis pas mal de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de réticences vaccinales, notamment vacciner une femme enceinte, c'est toujours un peu... tout le monde est très prudent, les soignants comme les femmes. Et donc, ça a mis pas mal de temps à se mettre en place. Mais maintenant que c'est autorisé, qu'on peut faire ça en France, c'est vraiment c'est très préférable de faire cette vaccination de la femme enceinte qui dispense ensuite du cocooning puisqu'on considère vraiment que le bébé va être bien vacciné jusqu'à ce que ses propres vaccins coqueluches prennent le relais, des vaccins des 2 et 4 mois prennent le relais. D'accord, merci bien. Oui, c'est vrai qu'en fait, les vaccinations comme la grippe ou le Covid ont permis aussi de porter un éclairage sur la vaccination des femmes enceintes et de valider que finalement, on a plus de bénéfices que de risques à vacciner les femmes enceintes. Je pense qu'il y a une vraie évolution des points de vue et puis des mentalités aussi, quoi. Oui, qui ne s'est pas fait sans Sans réticence, oui, sans réticence. mais effectivement, ça permet une fois qu'on a les données, qu'on les regarde avec objectivité, on peut vraiment être assuré en tant que professionnel pour conseiller ça aux patientes.
D'accord, merci bien. Donc on vous encourage aussi, il y a une petite vidéo qui vient de sortir sur la chaîne YouTube et qui en fait c'est un dialogue entre un gynécologue et une sage-femme et qui vous ont préparé, c'est tout un argumentaire sur la sensibilisation des professionnels de santé au contact justement des femmes enceintes pour pratiquer cette vaccination coqueluche en cours de grossesse. Voilà, donc on vous encourage à aller voir cette petite vidéo très instructive. Alors, on va poursuivre notre soirée. Donc, nous sommes à l'heure, pas de souci. Donc, c'est le docteur Malodji Lucie qui va revenir sur l'épidémie de variole du singe, qui nous a quand même bien occupés depuis le mois de mai. Donc, elle va nous présenter la stratégie de prévention ou de déploiement de la vaccination en Vendée. Voilà, c'est à toi, Lucie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis médecin de santé publique donc au CFPD et j'avais envie de vous faire un retour sur la gestion d'épidémie de variole du singe en Vendée, en particulier un focus sur la stratégie de prévention qu'on a adoptée ici en collaboration avec l'ARS des Pays de la Loire et le déploiement de la vaccination en Vendée, notamment du centre de vaccination au CHD. Donc juste pour vous dire qu'on va faire un petit point épidémiologique et sur la transmission du virus monkeypox, donc responsable de la variole du singe. Après, je vous parlerai brièvement de la présentation clinique et des principes de prise en charge, juste pour que vous sachiez de quoi on parle. Et puis en fait, les deux parties les plus centrées sur le titre en fait de ma présentation, c'est la partie sur la prévention, donc les stratégies de prévention qui ont été adoptées avec un focus sur la vaccination, pour pouvoir du coup vous parler plus en détail de notre retour d'expérience du déploiement de la vaccination au CHD. Donc un petit retour historique sur l'épidémiologie du monkeypox et l'épidémie actuelle. Donc pour vous présenter un petit peu la carte d'identité de ce virus-là, la variole et le monkeypox, en fait, ce sont des poxviroses, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à des poxvirus. Et ces poxvirus, en fait, ils appartiennent à la famille des Poxviridae, qui est elle-même composée de deux sous-familles, dont la sous-famille des Cordopoxvirinae. Et en fait, dans cette sous-famille, on dénombre 11 genres qui peuvent infecter en fait plusieurs différences d'espèces de vertébrés. Et en fait, il y a des infections humaines qui ont été rapportées pour 5 genres, dont les orthopoxvirus. Et donc, dans les orthopoxvirus, en fait, on distingue le virus de la variole humaine, donc orthopoxvirus humain, donc pour lesquels on était vacciné de manière obligatoire jusqu'en 1979 en France, le virus Cowpox, le virus de la vaccine et l'orthopoxvirus simien, donc monkeypox virus ou variole du singe, donc simien pour singe en fait. Donc en réalité, le virus monkeypox, il atteint surtout en fait les rongeurs et les primates, et c'était avant l'épidémie actuelle, le réservoir principal de cette maladie. Et puis, donc voilà, cette épidémie-là, elle a été caractérisée par le fait que la transmission interhumaine, elle a été significativement supérieure aux épidémies antérieures en Afrique. La taille et la forme de ce virus, c'est un virus à ADN de grande taille, un virion qui est entouré d'une membrane externe où on trouve des tubules. Il y a une petite photo sur la gauche où vous les voyez bien. Et en fait, on observe une grande homologie, 96% d'homologie entre la région centrale très conservée du génome du monkeypox et celle des séquences des souches prototypes du virus de la variole. Si on fait un retour historique sur la variole du singe, en fait, ce virus, il a été isolé en 1958, identifié dans un institut de recherche qui s'intéressait à Copenhague à des singes qui avaient été importés de Singapour et qui présentaient des symptômes similaires à la variole humaine. En 1970, on observe le premier cas d'infection humaine, et donc c'est à ce moment-là qu'on est sûr qu'on peut parler de zoonose. Donc c'est un cas qui a touché un enfant de 9 ans en Équateur. En 1996, on observe la première épidémie en République démocratique du Congo. À l'époque, on dénombre environ, on a assez peu de fiabilité des chiffres, mais 500 cas au total et puis quelques dizaines de décès. En 2003, c'est la première épidémie avec des cas autochtones hors Afrique, avec 70 cas au Texas. À ce moment-là, c'était en fait une contamination des personnes par des chiens de prairie, par contact en fait avec des chiens de prairie qui avaient été eux-mêmes mordus par des rongeurs qui venaient du Ghana.
Ensuite, entre 2003 et l'épidémie actuelle, donc, qui s'est déclarée en mai 2022 en Europe, on a observé plusieurs cas sporadiques toujours importés de monkeypox chez des voyageurs qui provenaient du Nigeria et donc qui ont voyagé jusqu'au Royaume-Uni, en Israël, à Singapour et aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en mai 2022, on a commencé à observer dans l'hémisphère nord des cas autochtones, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en France, en Suisse, au Canada, Suède, Belgique. Donc des cas de variole du singe en dehors des zones endémiques connues d'Afrique. Donc ces zones endémiques connues d'Afrique, en fait, il y a deux clades. Une clade en Afrique centrale. Donc en fait, je vous ai présenté. Donc sur la gauche, il y a deux courbes en fait d'incidence cumulée des cas endémiques africains. En bleu, vous avez la courbe d'incidence cumulée pour l'Afrique centrale et en orange, la courbe pour l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez qu'en fait, les premières épidémies, enfin l'augmentation des cas, elle a été nette à partir des années 1990 là. Et en fait, qu'en Afrique centrale, le virus était plus prévalent. C'est pour ça que la courbe est au-dessus de l'orange, avec des longues chaînes de transmission et pour le coup une transmission interhumaine. En Afrique de l'Ouest, la maladie, elle était souvent plus bénigne. On observait assez rarement de cas de transmission interhumaine, donc c'était plutôt des contacts avec des rongeurs ou des primates morts ou vivants. On a eu assez de mal à estimer le taux de létalité de la variole du singe avant l'épidémie actuelle, parce qu'en fait, il y a aussi eu des cas d'épidémies qui coïncidaient en fait avec des épidémies de varicelle, notamment en RDC. Et donc, du coup, c'était difficile de distinguer les cas de variole du singe et les cas de varicelle, et donc de vraiment établir un taux de létalité pour la variole du singe. Mais on sait qu'il est variable entre 1 et 10% dans ces épidémies antérieures. Et que les décès survenaient surtout dans les groupes d'âge les plus jeunes. Ça, c'est une carte pour vous présenter brièvement les cas importés dont je vous ai parlé en Grande-Bretagne et dans d'autres pays entre 2010 et 2019. Donc vous voyez à Singapour, au Royaume-Uni, en Israël, et donc des cas importés depuis le Nigeria. Et donc en Nigeria, actuellement, il y a encore des cas qui se déclarent régulièrement. L'épidémie actuelle, en fait, ce qui s'est passé, si on revient un peu sur les 6 derniers mois, là, c'est qu'en avril-mai 2022, on a pu observer des cas sans notion de voyage, ni de contact avec des voyageurs en provenance de pays à risque, donc des pays endémiques africains. D'abord, en début mai, on a observé un premier cas confirmé au Royaume-Uni, mais chez un individu qui était de retour du Nigeria. Donc, bon, là, on s'est dit, finalement, ça correspond à peu près au visage des cas qu'on voyait jusqu'alors. Mais le 13 mai 2022, on a vu apparaître 2 cas autochtones européens. Et puis rétrospectivement, un 3e cas dans le foyer familial. Mi-avril, il y avait 4 cas supplémentaires chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, donc les HSH. Et puis une alerte rétrospective sur un épisode de cas groupés, un cluster au Portugal, pareil chez des HSH. Le 19 mai, c'est le premier cas suspecté qui est signalé en Île-de-France. Donc en France, et on était à 20 cas au Portugal. Et donc après, le nombre de cas n'a pas cessé de croître. Donc 16 cas au 29 mai, et puis vous voyez le 23 juillet, du coup l'OMS décide de déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale, et finalement on arrive assez rapidement à 2600 cas le 9 août, et puis bien sûr c'est de l'incidence cumulée, donc c'est pour ça que ça augmente, hein, même si la vitesse de progression de l'épidémie elle a diminué à partir de juillet, je vais vous en reparler juste après. Et au 27 septembre, on avait quasiment 4000 cas confirmés. 27 septembre, c'est les données les plus récentes que j'ai trouvées. Donc ça, c'est en France. Cette carte, pour vous présenter un point de situation, donc, au 27 septembre dans le monde, donc vous voyez apparaître en bleu foncé les pays dans lesquels le nombre de cas confirmés dépassait les 1000. Donc vous voyez, toute l'Amérique du Nord a été touchée, et plusieurs pays en Europe, dont la France. En France, donc au 27 septembre, toujours 3999 cas confirmés. Il y avait eu 56 nouveaux cas en une semaine. La très grande majorité des cas confirmés adultes qu'on a observés sont de sexe masculin. On a dénombré 95 cas de sexe féminin, donc 2,4% des cas au total. Donc c'est vraiment de manière très largement prédominante une maladie qui a touché les hommes.
On a eu un petit peu peur à un moment donné, parce qu'en fait, récemment, avant la décroissance nette de la courbe, il y a eu une augmentation des cas féminins pendant 2-3 semaines consécutives, mais en fait, cette augmentation, elle ne s'est pas confirmée, donc l'épidémie n'a pas changé de profil. En tout, il y a 10 enfants de moins de 15 ans qui ont été atteints du virus en France, et les cas adultes avaient un âge médian de 36 ans. Et parmi les cas pour lesquels on a l'information, on sait que 87 en fait, d'entre eux ont été hospitalisés du fait de l'infection. Souvent, c'était plutôt du fait d'une forme hyperalgique qui était difficilement soulageable par les antidouleurs en ambulatoire, ou alors des cas de surinfection. Donc ça correspond à 2,2% des cas déclarés, et on n'a toujours aucun décès signalé à ce jour en France. Donc sur la carte à droite, je vous ai mis un petit peu le nombre de cas en fonction des régions françaises, toujours au 27 septembre. Les courbes épidémiques, donc je vous ai mis la courbe épidémique en France et en Pays de la Loire. Vous voyez qu'elles sont relativement superposables. Le pic épidémique, il a été atteint fin juin, début juillet, c'est-à-dire en semaine 26. Donc depuis la semaine 39, là, on a clairement une très nette diminution du nombre de cas. On atteint à peu près les effectifs qu'on trouvait au début de la croissance épidémique. Il y a juste eu un petit rebond épidémique à partir de la semaine 36-37, et finalement qui s'est rapidement calmé. Donc on a retrouvé des chiffres très bas rapidement. Donc un point sur la transmission de ce virus-là, donc qui se transmet soit par soit directement en fait par contact étroit avec un cas primaire, un cas index, donc contact avec les lésions cutanées, donc sur la surface desquelles est présent le virus, un contact avec les sécrétions respiratoires du cas primaire. Et puis il existe aussi, donc en Afrique en tout cas, il a été décrit des transmissions materno-fétales, soit pendant la grossesse transplacentaire, soit au moment de l'accouchement par contact avec les muqueuses. Et puis, il y a aussi une transmission indirecte par contact avec les objets ou le linge contaminé, mais ça, c'est plutôt une mode de transmission qu'on observait dans le cadre des transmissions intrafamiliales, en fait. Pour les épidémies historiques, les cas endémiques en Afrique, donc il y a des transmissions qui ont été bien documentées, comme le contact avec les animaux, je vous disais, les rongeurs, les primates. La transmission interhumaine intrafamiliale également qui a été bien documentée. La consommation de viande de brousse et de viande mal cuite, elle, plutôt mal documentée. Pour l'épidémie actuelle, c'est tout autre chose, puisqu'en fait, le mode de transmission prédominant, c'était les rapports sexuels entre hommes et le multipartenariat. Donc voilà, assez rapidement un petit topo sur la présentation clinique et la prise en charge. Donc la présentation clinique de la variole du singe, elle se fait, donc en fait c'est généralement en 2 phases. Après une incubation qui va de 5 à 21 jours maximum, on a une phase initiale qu'on appelle prodromique, qui est plutôt inconstante, avec un syndrome grippal, une fièvre, des polyadénopathies, une asthénie, et qui évolue rapidement en 1 à 3 jours vers une phase éruptive, donc en général en une seule poussée, qui atteint la peau et les muqueuses, donc les muqueuses buccales, les muqueuses génitales et autour de l'anus. La forme des lésions, c'est des papules qui évoluent vers des vésicules, des pustules et des croûtes, puis les croûtes régressent et il y a une réépidermisation. Et donc l'extension est progressive sur tout le corps, les paumes et les plantes sont comprises, c'est une éruption qui est peu prurigineuse, et qui guérit généralement en 2 à 4 semaines, donc maximum 21 jours. Et donc la difficulté qu'on a eue, c'est qu'avec dans le cadre de cette épidémie actuelle, en fait, les présentations cliniques étaient plutôt atypiques chez les premiers patients français. La phase prodromique et les adénopathies étaient plutôt inconstantes. On observait parfois peu de lésions cutanées, voire en fait des lésions uniques, donc le diagnostic différentiel encore avec d'autres IST difficiles. Et puis une évolution plutôt inhabituelle avec, par exemple, la régression des lésions avant la formation de vésicules ou des âges parfois différents qui pouvaient faire penser à en fait, une évolution en plusieurs poussées. Quelques photos donc, qui sont présentes sur le site du COREB et les fiches repères pour les professionnels de santé pour vous montrer un peu l'aspect des lésions. Le diagnostic il reposait surtout sur la clinique et la biologie, sachant que le prélèvement n'est pas forcément systématique en fait, puisque les cas possibles typiques et les cas probables, donc les cas possibles en fait chez des patients qui avaient été en contact avec des personnes confirmées d'infection monkeypox, n'étaient pas forcément prélevés systématiquement.
Le diagnostic biologique qui repose sur une PCR quantitative générique du genre orthopoxvirus ou une RT-PCR spécifique du monkeypox. Il peut être réalisé en ville, il faut prélever sur la lésion, et puis on peut aussi prélever en nasopharyngée en cas de poussée éruptive dans la bouche ou la gorge. Il faut acheminer le prélèvement en triple emballage vers un laboratoire agréé habilité à réaliser l'analyse. Rapidement, les principes du traitement, c'est surtout un traitement symptomatique, donc des antalgiques, des antihistaminiques, éventuellement cypruride, pas d'anti-inflammatoires pour éviter les surinfections bactériennes. Le dépistage, surtout des co-infections, si les personnes rapportaient des rapports sexuels non protégés, c'était aussi l'occasion de faire un peu le tour des risques sexuels qu'ils prenaient, donc notamment chlamydia, gonocoque et la syphilis, éventuellement des traitements probabilistes si on jugeait que les symptômes étaient suffisamment typiques. Un isolement du patient dès que possible pour 21 jours jusqu'à cicatrisation des lésions, donc un arrêt de travail ou télétravail. Des mesures d'hygiène à respecter pour le patient, c'est-à-dire porter un masque chirurgical, couvrir et ne pas toucher ses lésions et renforcer l'hygiène des mains. On conseille également de protéger les rapports sexuels par préservatif jusqu'à 8 semaines après la fin de la période de contagiosité, c'est-à-dire 8 semaines après les 21 jours qui suivent l'apparition des premiers symptômes. Tout ça parce qu'en fait, on a pu isoler le virus dans les sécrétions sexuelles et notamment le sperme, même si on ne sait pas encore à l'heure actuelle si les sécrétions sont contaminantes. Donc une mesure plus collective, une mesure de santé publique qui s'appelle le contact warning. Donc contrairement au Covid-19, il n'y a pas eu de contact tracing des cas, mais plutôt une stratégie de contact warning, c'est-à-dire que ces cas, ils étaient informés de la nécessité de prévenir les cas, les contacts en fait à risque qu'ils avaient donc potentiellement contaminés, pour que ces personnes-là puissent s'auto-surveiller, surveiller leur température, leur état cutané et se vacciner s'ils le souhaitaient en post-exposition. Donc je vais vous reparler de la vaccination. Donc justement, concernant la vaccination et les stratégies de prévention, ça va être l'objet de mon propos. Donc les stratégies de prévention, il y en avait plusieurs. La première chose était évidemment d'améliorer la connaissance par le public à risque, les populations à risque des symptômes et des modes de transmission pour qu'ils puissent en fait éviter de contaminer d'autres personnes et de se contaminer. Donc à cet effet-là, il y a eu plusieurs documents qui ont été produits pour la population générale, donc par Santé publique France. Je vous ai mis les liens si vous souhaitez jeter un œil. Il y a une page internet dédiée aussi, le site SexoSafe, qui a été mis en place, et une ligne téléphonique d'écoute pour répondre aux interrogations des personnes qui étaient potentiellement explosées, donc par Santé publique France, joignable 7 jours sur 7. L'autre axe de prévention qui a été adopté, c'est ce qu'on appelle le safe sex, c'est-à-dire conseiller aux personnes de laver leur sextoy, de s'auto-examiner avant un rapport sexuel, d'examiner éventuellement leur partenaire, et puis d'utiliser un préservatif comme un moyen important de protection, mais surtout, notamment contre les co-infections sexuellement transmissibles, sachant que il ne pouvait pas garantir à lui seul une protection suffisante en ce qui concerne le virus monkeypox, puisque en fait c'est surtout le contact rapproché avec des lésions cutanées qui est source de contamination. Des mesures d'hygiène et de protection, donc les mesures barrières dont je vous ai parlé, le masque, l'hygiène des mains et surtout l'isolement des cas pendant 21 jours après l'apparition des premiers symptômes et jusqu'à guérison complète des lésions. Et puis le quatrième axe, c'était évidemment la vaccination en pré- et en post-exposition pour les cas contacts d'un cas confirmé. Je vous ai mis le visuel du flyer de Santé publique France qui était destiné donc au grand public. Un petit focus avant de parler de la vaccination sur les mesures d'hygiène et de protection. Donc en milieu de soins, l'idée c'est d'appliquer les précautions standards pour tous les soins dès qu'un cas est considéré comme suspect. Donc utiliser des équipements de protection individuelle adaptés, donc air et contact. Gestion des déchets spécifiques, donc via la filière d'Asri. Il faut nettoyer, désinfecter avec un désinfectant virucide, généralement les désinfectants qu'on utilise habituellement à l'hôpital. Ça fonctionne bien. Il faut placer le patient s'il a nécessité d'être hospitalisé dans une chambre individuelle, l'isoler et éviter les activités qui sont susceptibles de remettre en suspension du coup des matières, des squames, les matières séchées de lésions.
Quand le patient n'est pas hospitalisé et qu'il peut rester à domicile, il faut lui dire de s'isoler le plus possible dans une chambre tout seul, si c'est faisable, qu'il se protège avec un masque et des gants à usage unique, qu'il couvre ses lésions, qu'il renforce son hygiène des mains, qu'il procède à un nettoyage, une désinfection des sols et des surfaces, qu'il lave bien son linge en machine à 60 degrés quand c'est possible, et puis qu'il fasse attention à l'élimination de ses déchets, donc avec un double emballage donc de ces déchets et l'élimination dans les poubelles classiques. Concernant la vaccination, donc en fait, je dis souvent, j'utilise l'imparfait parce qu'en fait, ça semble un peu derrière nous, mais on espère que ça ne va pas se réactiver, évidemment. Mais enfin, il y a toujours 2 indications de la vaccination contre le virus monkeypox. Donc la vaccination en post-exposition. Donc les personnes adultes qui sont contact à risque, considérées comme contact à risque d'exposition au monkeypox, tel que défini par Santé publique France. Donc je vous ai pas remis la définition ici, mais donc si vous allez sur le site de Santé publique France, vous trouverez la définition des adultes contact à risque. Donc c'est des personnes qui ont eu des contacts étroits, donc par exemple lors d'un rapport sexuel avec un contact cutané. Ou un contact en fait aérien, enfin avec un risque d'infection par voie de transmission respiratoire. Donc c'est avoir partagé le même espace, en fait, en tout cas être à moins de 2 mètres avec le cas confirmé pendant plus de 3 heures. Donc sans mesure de protection, sans masque. Donc cette vaccination post-exposition, elle inclut aussi les professionnels de santé qui sont exposés sans mesure de protection, par exemple les médecins généralistes qui peuvent recevoir des patients donc qui sont atteints par la variole du singe et qui n'ont pas porté de gants ou de masque pendant l'examen. Elle est préconisée dans les 4 jours après le contact à risque et maximum 14 jours plus tard. Donc pour être cohérent avec le délai d'incubation et en même temps le délai d'efficacité du vaccin. Et puis, une autre indication de la vaccination, c'est la vaccination en pré-exposition. Donc ça, c'est pour vraiment les publics, je dirais, exposés au risque de contamination. Donc l'AHS a défini les publics cibles comme donc les 4 types de publics que vous avez donc listés ici. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, donc le sigle c'est HSH, qui rapportent des partenaires sexuels multiples. Les personnes trans qui rapportent des partenaires sexuels multiples. Les personnes qui sont en situation de prostitution, donc travailleurs, travailleuses du sexe, et puis les professionnels des lieux de consommation sexuelle. Donc c'est ces 4 publics-là qui sont éligibles à la vaccination préventive pré-exposition. Et à ce stade, l'AHS ne recommande pas la vaccination systématique en pré-exposition des professionnels de santé, étant donné qu'on leur met à disposition des mesures de protection individuelle efficaces. Le schéma vaccinal, c'est 2 doses espacées de 28 jours. Il faut 3 doses chez l'immunodéprimé, notamment les personnes qui vivent avec le VIH et des CD4 qui sont inférieurs à 200 par millimètre cube. Si un antécédent de vaccination antivariolique, notamment pour toutes les personnes qui sont nées avant 1977, puisque la vaccination était obligatoire jusqu'en 1979 en France, chez les personnes d'âge inférieur à 2 ans. Donc il faut réduire le schéma d'une dose. Pour les personnes qui seraient prioritaires pour la 2e dose, donc chez qui les personnes pour qui la 2e dose est indiquée et pour qui elle est jugée prioritaire, c'est-à-dire les personnes immunodéprimées, les personnes vivant avec le VIH et des CD4 inférieurs à 500 par millimètre cube, ou les travailleurs du sexe, c'est recommandé de ne pas retarder la 2e dose. Et pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui ont des CD4 vraiment bas, inférieurs à 50 par millimètre cube, le bénéfice de la vaccination est peu probable. Donc c'est vraiment à discuter au cas par cas avec l'infectiologue qui suit le patient, parce que la réaction immunitaire peut être probablement insuffisante. Les 2 vaccins qui sont utilisés donc pour cette vaccination, ce sont Imvanex et Jynneos. Donc Jynneos, c'est l'équivalent d'Imvanex aux États-Unis. En fait, c'est 2 vaccins qui sont vraiment très proches en termes de composition, qui sont produits par le même laboratoire et qui sont des vaccins antivarioliques de 3e génération, donc qui ont des profils de sécurité et de tolérance bien meilleurs que celles des vaccins de 1re et 2e génération. Donc les vaccins qu'on utilisait en fait avant les années 80 pour vacciner les personnes en France et qui avaient de nombreuses contre-indications.
Ce sont des vaccins vivants atténués, donc non réplicatifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se multiplier dans l'organisme humain. Et donc c'est pour ça qu'on ne les contre-indique pas, notamment chez l'immunodéprimé. Et ils sont formulés à partir de virus vivants modifiés de la vaccine. Les contre-indications, en fait, c'est l'hypersensibilité à l'un des composants du vaccin. Donc, à l'état de trace, les protéines de poulet, la benzonase, la gentamicine, la ciprofloxacine, elles sont relativement peu fréquentes. Et la contre-indication relative, c'est la grossesse et allaitement à voir en fonction du bénéfice-risque de la vaccination. Il n'y a pas de contre-indication pour les personnes immunodéprimées. Comme je vous disais, on recommande même d'augmenter le schéma vaccinal d'une dose. Et ces deux vaccins sont interchangeables entre la première et la deuxième dose. Rapidement, les effets secondaires, donc très fréquents et fréquents, c'est surtout les effets classiques, je dirais, des vaccins vivants, donc un syndrome grippal, des signes locaux et puis des céphalées. Donc du coup, je vais en profiter pour vous parler donc de notre retour d'expérience, en fait, du déploiement de la vaccination en Vendée. Quelle réponse on a pu apporter en termes de santé publique à cette épidémie et en fait un petit peu le pourquoi du comment on s'est organisé comme ça, à quelles contraintes on a dû faire face, de quels leviers on disposait et qui ont un petit peu justifié nos choix en termes de stratégie de santé publique concernant la vaccination. Donc les besoins et les priorités qu'on a identifiés, alors quand je dis on, c'est nous au CFPD, mais c'est aussi en lien bien sûr étroit avec l'ARS des Pays de la Loire et puis la direction générale du CHD de Vendée. C'était d'une part d'apporter une réponse rapide face à une épidémie qui était en croissance, qu'on connaissait, pour tout dire, assez mal, parce que on avait une symptomatologie qui était relativement mal connue. On se basait sur ce qu'on savait des cas africains, mais qui avaient été assez peu étudiés finalement. Donc on craignait un retard au diagnostic avec un risque de contamination et de cas secondaires importants. Des risques de forme grave, finalement, c'est pareil, on avait assez peu de recul. Le taux de létalité, comme je vous disais, on ne le connaissait pas vraiment. En tout cas, il était assez imprécis. En plus, on entrait en période estivale, donc on craignait une flambée épidémique du fait des vacances et de la promiscuité qu'on peut observer dans certaines régions du littoral et de l'amoncellement des touristes. Des modes de transmission qui étaient mal ou peu documentés, notamment l'importance de la transmission aérienne dans cette épidémie. Quid de la transmission sexuelle aussi, comme je vous disais, on sait que le virus est présent dans le sperme, mais on ne sait pas si c'est un mode de contamination possible. En tout cas, on a peu d'études pour avoir le recul suffisant. Donc une réponse rapide nécessaire et une épidémie qui est augmentée. En même temps, il fallait qu'on s'adapte aux besoins spécifiques du public cible, c'est-à-dire que les publics cibles de la vaccination, notamment les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes trans, etc., c'est un public qui requiert souvent une confidentialité quand même importante, qui requiert aussi potentiellement l'anonymat au moment des consultations de dépistage ou qui peuvent requérir aussi cet anonymat lorsqu'ils ont recours en fait à la vaccination. Il y a aussi toute une part du public cible, notamment les travailleurs et les travailleuses du sexe, qu'on savait qu'il était nécessaire de toucher, mais qui pouvaient potentiellement présenter des difficultés de recours aux soins, une forme de précarité. Donc, pareil, comment on allait pouvoir toucher ce public cible-là. Et puis le troisième point, c'était qu'il fallait qu'on prenne en compte et qu'on fasse attention, en tout cas, à avoir une vigilance accrue aux enjeux éthiques, puisque voilà, c'était une épidémie qui touchait un public qui était fortement marqué par l'antériorité de la gestion de l'épidémie de sida, et il fallait que tout du long du déploiement de la stratégie de prévention, on ait aussi en tête l'importance de lutter contre les discriminations à l'égard de l'orientation sexuelle, des pratiques sexuelles et de l'identité sexuelle. Les contraintes qu'on avait, alors c'était des contraintes parfois très pratico-pratiques. Donc la vaccination, en fait, la vaccination antivariolique, c'est un stock d'État, c'est-à-dire qu'il y a une dotation nationale qui est gérée par Santé publique France, qu'il faut une autorisation nécessaire avant de pouvoir dispenser le vaccin, et qu'on nous a imposé de ne pas faire de stock. Donc il n'y avait pas de stock possible par les pharmacies, il fallait vraiment avoir une commande des vaccins au plus près des besoins. C'est-à-dire concrètement que nous, on faisait la remontée de nos besoins, disons, à J0 le lundi, ou c'était le mardi, c'est mardi. Le lendemain, la pharmacie remontait donc ces besoins-là et commandait les vaccins à l'ARS, et en fait, on était livré à J10.
Donc vous voyez un petit peu la difficulté d'avoir une visibilité précise sur les besoins vaccinaux en lien avec l'offre. Donc d'une part un stock d'état, d'autre part des conditions de conservation assez strictes, puisqu'en fait le stockage il se fait à moins 80 degrés, et à moins 80 degrés les vaccins peuvent être conservés 5 ans, ou à moins 20 degrés ils peuvent être conservés 2 ans. Pour nous au CHD on les conserve à moins 80, et notre problème, alors maintenant ça a changé, mais au début on conservait les vaccins en fait seulement 14 jours après décongélation, donc c'est pareil, il fallait pas en fait gaspiller les vaccins qu'on décongelait. Donc en fait, il fallait commander au plus proche des besoins et pas gaspiller. L'autre élément plutôt contextuel, c'était que l'épidémie, elle arrivait en période estivale. On avait une moindre disponibilité des professionnels de santé. Les professionnels de santé libéraux partent en vacances. Les professionnels de santé hospitaliers, c'est pareil. Et en parallèle, une population qui s'accroît, en fait, notamment en Vendée, avec beaucoup de tourisme. Donc vraiment un gap en fait entre l'offre des professionnels et la demande des patients potentiels ou des usagers potentiels concernés par la vaccination. Donc une nécessité de ressources humaines dédiées pour assurer cette vaccination-là. Une autre contrainte, c'est que l'évolution de la stratégie de prévention, c'est comme toutes les épidémies qu'on ne connaît pas très bien, hein, notamment celle du Covid. Il faut évoluer au fil de l'eau. Et donc il faut s'adapter de manière constante, il faut aussi gérer une coordination étroite des différents acteurs impliqués de manière presque au jour le jour, en tout cas de semaine en semaine. Donc il faut pouvoir être très réactif et très adaptable. Et puis enfin, la contrainte que le schéma vaccinal, il est adapté au taux de CD4 pour les patients vivant avec le VIH, donc peut-être une contrainte moindre, mais tout de même, il fallait quand même savoir ce qu'on allait proposer aux patients en termes de schéma vaccinal. Et les patients qui vivent avec le VIH sont souvent, tout le temps, suivis donc, dans les centres spécialisés hospitaliers. Donc ça, c'était un petit peu les contraintes. Et en parallèle, on avait des leviers. Tout d'abord, concernant la population cible, au CHD, il y a une file active départementale en fait, d'une partie des usagers cibles. Les patients qui vivent avec le VIH et les patients qui sont sous prophylaxie anti-VIH en fait, sont suivis, et donc qui sont en Vendée sont suivis au CHD. Donc ça, c'est assez pratique. Ça veut dire qu'on a une file active un petit peu, je dirais, toute faite de personnes concernées par la vaccination qu'on peut facilement contacter, mobiliser pour la vaccination. On a une autre part de la population cible qui est vue en consultation au CGID, je dirais une population tout venante en consultation dépistage, donc à qui on pouvait aussi proposer la vaccination. Et puis des leviers plutôt d'ordre organisationnel, avec l'expérience toute fraîche de la Covid-19 qui nous a permis d'être assez réactifs pour déployer le centre de vaccination, pour mobiliser de la ressource humaine, pour imaginer une prise de rendez-vous en ligne facile pour les usagers, et puis des outils qu'on avait déjà commencé à travailler au CFPD, notamment les questionnaires pré-vaccinaux, les registres de vaccination, etc. Tout ça était dans les tiroirs, prêt à être dégainé à nouveau. Et donc, c'était plutôt pratique. En termes d'organisation, on était aussi, en tant qu'établissement de santé, on avait une proximité avec les pharmacies hospitalières pour la gestion stricte des commandes de vaccins. Et puis, notre expertise au CFPD, donc autant l'expertise scientifique sur la vaccination que l'expertise en termes de gestion de projets de santé publique de cette ampleur-là. Donc, tout ça a expliqué les modalités de déploiement de la vaccination au centre hospitalier départemental de Vendée. En fait, ça a commencé en début juillet. Les professionnels de santé, donc du service d'infectiologie et la chefferie de pôle, se sont mis à réfléchir quand même en se disant il y a des risques quand même qu'à un moment donné, on voyait débarquer les patients atteints de variole du singe. Comment on s'organise pour les prélever? Comment on s'organise pour vacciner leurs cas contacts? Donc tout le monde s'est un peu mis autour de la table pour réfléchir comment faire. Et puis assez rapidement, en fait, la direction générale a été mobilisée sur la demande de l'ARS, donc à partir de la semaine 29 du 18 juillet, pour organiser et proposer la vaccination post-exposition des cas contacts, mais aussi la vaccination pré-exposition des publics cibles, donc identifiés par la HAS. Semaine 30, on a fait la première commande de vaccins. Une semaine après, on faisait les premières vaccinations. Donc là, on a commencé par les cas contacts et puis la file active de patients qu'on connaissait, les patients suivis au CHD comme des patients vivant avec le VIH ou des patients des PrEPers.
On a ouvert la prise de rendez-vous en ligne semaine 32, donc pour les patients, je dirais les autres patients, tous les patients qui sont éligibles à la vaccination et qu'on ne suivait pas particulièrement au CHD. Et semaine 33, on a formé les professionnels vacataires et le lendemain, on ouvrait le centre. Et on a commencé avec une ouverture 5 jours par semaine, complet. Les professionnels qui ont été impliqués à ce moment-là, donc la direction, un cadre sup de pôle, une cadre de santé, un médecin référent donc au CFPD en binôme, donc moi-même et Isabella Laurente, et les dermatos, les infectieux, parce que il fallait travailler ensemble pour éradiquer cette épidémie. On a eu des points hebdomadaires avec l'ARS Pays de la Loire pour adapter la stratégie vaccinale au plus près des besoins. Donc ça, c'était vraiment pratique parce qu'on a des rapports, une communication très proche pendant tout ce temps-là. Et puis, il y avait en parallèle des comités de suivi régionaux avec tous les acteurs de la santé sexuelle. Et donc ça permettait de faciliter la diffusion de l'information, de faire des points de situation et que tout le monde entende les mêmes choses et qu'on réfléchisse aussi ensemble à comment on pouvait mettre en œuvre des stratégies de prévention au niveau de certains publics cibles, par exemple les travailleurs du sexe, qu'on arrivait un peu moins à toucher, en concertation avec tous les acteurs. La place du CFPD, donc une petite diapo pour dire en quoi nous, on a joué notre rôle. On a participé au déploiement à l'orientation de la stratégie préventive, donc en lien avec l'ARS, comme je vous disais, et les points hebdomadaires qu'on se faisait. On a mis en place en fait le centre de vaccination, donc là ça a été vraiment très concret, d'identifier les besoins matériels, les besoins logistiques, d'équiper les locaux. Donc on a utilisé les anciens locaux qui avaient été équipés pour la vaccination Covid, la gestion du planning des ressources humaines, la gestion de la commande de vaccins et puis la remontée des besoins auprès de l'Agence régionale de santé en lien avec la pharmacie. On a formé, on a accompagné les professionnels vacataires, donc merci à eux, à tous les professionnels de santé, retraités, médecins, infirmiers, qui sont portés volontaires pour assurer les vacations. Et on leur a mis à disposition des ressources, donc on a fait un kit de vaccination avec toutes les ressources utiles pour qu'ils puissent se former et vacciner dans les bonnes conditions les patients. On a créé des outils, des procédures, des outils d'aide à la consultation médicale, des questionnaires pour les patients, un registre vaccinal. On a assuré les avis médicaux donc, dans le cadre d'une ligne téléphonique dédiée donc, pour les professionnels de santé du CHD et pour les professionnels également extra-hospitaliers. Et puis on a assuré en fait, le suivi, la remontée des indicateurs à l'ARS en termes de nombre d'injections qu'on réalisait par semaine, le nombre de patients qu'on avait vus, combien étaient vaccinés en première, en deuxième dose, quel était l'effectif des files actives concernées par la vaccination en médecine post-urgence ou au CGID. Donc en fait, tout ça, c'était concrètement toutes les missions du CFPD, les missions routinières du CFPD, donc on était plutôt content d'avoir pu appuyer cette prévention en tenant nos rôles. Donc un petit bilan. Donc le centre de vaccination, il a été ouvert 4 demi-journées par semaine, 140 créneaux disponibles en fait, d'emblée, le 4 août. Et on a proposé en parallèle de ce centre de vaccination, de la vaccination au fil de l'eau, pour les patients qui le souhaitaient, en consultation au CFPD, donc soit en consultation de PrEP, soit au CGID, et en médecine post-urgence, en infectieux, pour les patients vivant avec le VIH. Et donc là, les données au 3 octobre, je n'ai pas actualisé depuis la semaine dernière, mais pour vous dire que depuis le 4 août, on a assuré 30 demi-journées effectives d'ouverture du centre. Il y a eu 411 injections réalisées, 399 ont concerné des hommes, 11 femmes seulement, mais 7 cas contacts en fait, parmi ces femmes qui ont bénéficié de la vaccination. 17 cas contacts au total et majoritairement en fait on a réalisé des premières doses, on a un peu plus de mal à assurer les deuxièmes doses parce qu'évidemment l'épidémie régresse et du coup les personnes se sentent moins concernées, en tout cas un bénéfice moindre de la vaccination pour la deuxième dose. En tout, ça a mobilisé 17 professionnels, des médecins retraités, des infirmières vacataires, la cadre de santé, beaucoup, un pharmacien et puis un médecin référent du CFPD. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un visuel des questionnaires qu'on a réalisés pour faciliter le travail des vacataires. Et puis, dans cette dernière diapo, juste pour vous faire un petit récap en fait, des points remarquables de cette gestion de deuxième crise, même si elle n'a pas l'ampleur de la crise Covid, avec les points forts et les points faibles.
Les points forts qu'on a remarqués, c'est qu'on s'est vraiment organisé de manière assez réactive en interne au CHD. On a pu remobiliser rapidement les leçons qu'on avait apprises suite à la crise sanitaire Covid-19, comme je vous disais. On a pu avoir un vrai rôle d'appui avec en même temps un maintien de nos activités propres, et ça on y tenait parce que le Covid était passé par là. On avait dû vraiment revoir à la baisse certaines de nos activités au détriment de la prise en charge des patients qui consultent au CFPD. Donc ça c'était vraiment important pour nous de pouvoir maintenir ces activités cette fois-ci. On a pu mobiliser rapidement de la ressource humaine externe, donc les médecins, les infirmières. On a travaillé vraiment en interprofessionnalité, en interdisciplinarité, autant avec les autres spécialités médicales que la direction et les corps administratifs et l'ARS. Et donc, on a vraiment bien communiqué entre nous et ça, c'était vraiment appréciable. Les points faibles, parce qu'il y en a toujours un peu, c'était vraiment difficile en fait d'adapter l'offre vaccinale en temps réel parce que la commande de vaccins à J-10, c'était quand même une sacrée loterie. C'était aussi compliqué d'atteindre certains publics cibles et je pense que certains publics cibles n'ont pas vraiment été atteints en fait, notamment je pense aux travailleurs du sexe, aux personnes qui sont en grande situation de précarité. C'était compliqué pour eux de venir à l'hôpital pour se faire vacciner et c'était en même temps compliqué d'aller faire du hors les murs en termes de conservation des vaccins, de gestion des commandes et compagnie. Donc bon, malheureusement, il y a sûrement des défauts à ce niveau-là. On a aussi pâti quand même de l'absence d'un outil informatique adapté pour assurer la traçabilité vaccinale à l'échelle territoriale, mais je dirais même à l'échelle nationale, parce qu'il y a des gens qui sont venus se faire vacciner pendant l'été ici en Vendée, mais qui ensuite ont fait leur deuxième dose à Paris ou que sais-je, et l'inverse également. Et en fait, on n'a pas de traçabilité vaccinale comme ça a pu être le cas pour la Covid, pour s'assurer qu'ils ont bien eu leur première dose ailleurs. Et puis, je pense à un point quand même à relever, c'est que finalement, en s'organisant comme on s'est organisé, même si ça a eu plein de bénéfices, les médecins traitants, dans le parcours préventif et le parcours de santé sexuelle des gens, ils ont été plutôt chantés, en fait, par la force des choses. Et donc, finalement, malheureusement, cette épidémie, ça aurait pu aussi être l'occasion de redonner un peu de place à la santé sexuelle dans le parcours de santé par les professionnels de santé de premier recours. Et ça n'a pas forcément pu être le cas, du coup, puisque la vaccination s'était organisée en dehors de ce premier recours. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous ai mis les références bibliographiques que j'ai utilisées pour cette présentation. J'espère que c'était clair et je suis prête à répondre à vos questions. Merci Lucie pour cette synthèse de tout ce qui nous est arrivé depuis le printemps et cet été. Et c'est vrai que c'était quand même des moments intenses avec des doutes et des inconnus. Et puis on a quand même réussi à monter ce centre. Voilà. Est-ce que tu penses que l'expérience Covid nous a quand même bien aidés ? Alors, oui, alors moi j'étais pas encore au CHD à l'époque, mais du coup je parle un peu de quelque chose que je connais pas, mais bon, j'ai vécu l'expérience Covid ailleurs, au CHU et de Nantes, et je pense que ça a été un peu la même chose pour à peu près tout le monde. Et à mon avis, oui, vraiment, parce que quand même, alors peut-être que les délais semblent longs sur le moment, mais quand j'ai préparé la présentation, je me suis dit finalement, ça a quand même pas trop mal fonctionné. À une semaine d'intervalle, à chaque fois, on lançait des nouvelles choses. Et je pense que oui, l'expérience Covid, elle a servi parce que les locaux étaient prêts, parce que les RH étaient prélistés, donc on a pu facilement mobiliser les personnes qui étaient intervenues pour le Covid, parce qu'on avait cette expérience aussi de savoir un petit peu quels étaient les interlocuteurs privilégiés pour organiser le circuit au CHD. Et puis qu'on avait des outils à disposition. Les questionnaires, on n'a pas tout recréé. En fait, on est reparti des questionnaires Covid, notamment. Donc, il y avait plein de choses qui étaient dans les tiroirs et qu'on a ressorti rapidement. Et ça nous a vraiment, je pense, beaucoup aidé. D'accord. Merci beaucoup. Oui, voilà, c'est à vous. Merci Isabella. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Élodie Durand. Donc, je suis infirmière au CFPD. Voilà. Et donc, moi, c'est Tatiana Boursier. Je suis une des collègues d'Élodie, infirmière aussi, au Centre fédératif de prévention et dépistage. Donc, on va commencer. Donc, on a décidé de vous faire une présentation des trucs et astuces, la vaccination en pratique avec un support plutôt ludique. Donc, nous allons aborder avec Tatiana plusieurs points. Pour cela, donc, nous vous proposons un cas clinique, en fait, où vous serez un professionnel de santé. Et vous allez pouvoir répondre avec WooClap, en fait, à des questions.
Il y aura plusieurs réponses possibles. Tatiana, si tu veux bien, quelle est la situation du jour? Alors Élodie, la situation de ce soir sur laquelle nous allons travailler, la voici. Donc vous êtes professionnel de santé, on l'a déjà dit, médecin, infirmier, sage-femme, pharmacien, peu importe. Et Madame Piquimal, qui a 67 ans, vient vous voir. Madame Piquimal vous dit qu'elle a reçu un imprimé de prise en charge de la vaccination contre la grippe par l'assurance maladie. Donc première question pour vous qui êtes chez vous, chers internautes. À votre avis, qui peut pratiquer la vaccination grippe pour Madame Piquimal? Donc je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. Donc vous allez pouvoir voter. Donc soit réponse 1, donc la vaccination peut être pratiquée par le médecin. Réponse 2 par un infirmier. Réponse 3 par un pharmacien. Réponse 4 par une sage-femme. Ou réponse 5 par un vétérinaire. Donc on vous laisse quelques secondes pour répondre. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont en train d'installer Wooclap parce que je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter. Donc j'espère que ça fonctionne bien chez vous, le lien. Allez, tout le monde n'a pas répondu. On voit en même temps en direct les réponses qui s'affichent. On vous laisse encore quelques secondes. Soyez courageux, vous pouvez voter. Ok, on va clore les votes et donc effectivement on va pouvoir voir les bonnes réponses. Donc il fallait répondre un médecin, un infirmier, un pharmacien et une sage-femme. Alors il y a quelques personnes qui ont peut-être répondu vétérinaire. On imagine que c'est leur doigt qui a glissé sur l'écran. Donc effectivement pour pratiquer la vaccination grippe pour Madame Piquimal, le médecin peut de toute façon pratiquer la vaccination, toutes les vaccinations, ça, il n'y a pas de souci. Pour les infirmiers. Donc pour les infirmiers et puis les autres professionnels, il y a eu plusieurs textes réglementaires qui ont récemment précisé les compétences en matière de vaccination. Donc pour les infirmiers, la vaccination contre la grippe, donc ça reste un acte infirmier et qui peut être fait sans prescription médicale, même pour la première injection. C'est pour toutes les personnes majeures et pour les mineurs de plus de 16 ans ciblés par les recommandations. Donc là, on parle bien de la vaccination contre la grippe. Pour le pharmacien, donc lui, il est aussi autorisé à vacciner contre la grippe, sous réserve là d'une formation et de locaux adaptés. Et même chose, sans prescription préalable du médecin pour les personnes majeures, les mineurs de plus de 16 ans ciblés par les recommandations. Les recommandations pour les personnes qui doivent se faire vacciner contre la grippe, pour la campagne qui va commencer bientôt, là, le 18 octobre, ces personnes vont être prioritaires en fait, jusqu'à mi-novembre à peu près pour pouvoir être vaccinées. Ensuite, les sages-femmes. Donc, les sages-femmes, elles, peuvent prescrire et pratiquer la vaccination contre la grippe chez les femmes, y compris chez celles non ciblées par les recommandations. Et elles peuvent aussi vacciner l'entourage de la femme enceinte et du nouveau-né, et y compris les mineurs ciblés par les recommandations. Donc les bonnes réponses, vous aviez pratiquement tous raison, c'est donc le médecin, l'infirmier, le pharmacien et la sage-femme qui peuvent pratiquer la vaccination contre la grippe. Et pour la suite de notre histoire, Élodie, je te laisse la parole. Merci Tatiana. Donc Madame Piquimal, on revient avec elle. Elle vous dit qu'elle a déjà été vaccinée l'année dernière contre la grippe et que tout s'est bien passé. Donc vous êtes amené à la vacciner de nouveau. Donc au préalable, vous vous êtes interrogé sur ses antécédents, ses traitements, ses allergies, ses infections en cours. Vous avez fait un petit point sur les effets indésirables du vaccin. Vous sortez le vaccin du réfrigérateur. Alors, que faites-vous, chers téléspectateurs, si le vaccin conservé au frigo est gelé? Donc vous allez répondre réponse 1, j'attends qu'il dégèle avant de l'injecter. Réponse 2, je le dégèle au micro-ondes. Réponse 3, je ne peux pas l'utiliser. Donc je vous laisse un petit temps de réponse. Allez-y, je vois qu'il n'y a pas encore grand monde qui... On peut faire un petit point sur les personnes qui répondent, voir... Ok, vous êtes 4-5 à avoir répondu, ok. Il y a des doutes apparemment, j'attends encore un petit peu. Ça monte progressivement, allez-y, allez-y. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à la réponse, parce que ça bouge plus trop. Ouais, donc la bonne réponse, en effet, majoritairement, vous avez répondu que vous ne pouvez pas l'utiliser. Certaines personnes ont hésité quand même à attendre qu'il dégèle avant de l'utiliser, mais non, la bonne réponse, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc en fait, pour la conservation des vaccins, ouais. En fait, les vaccins, c'est important de les conserver entre 2 et 8 degrés à l'abri de la lumière. On fait attention à conserver les vaccins plutôt au centre du frigo, à distance des parois latérales. Il est important de veiller à ne pas interrompre la chaîne du froid.
Si toutefois, quand on est dans des secteurs de soins, au milieu hospitalier, il y a des alarmes en général sur les frigos, donc il faut quand même faire attention qu'elles fonctionnent bien, surveiller qu'il y a bien une bonne surveillance au niveau des températures du frigo. Il faut faire également attention à ne pas congeler le vaccin et vérifier régulièrement les péremptions. Et pour les patients qui viennent se présenter à vous pour une vaccination, pensez à demander comment ils ont conservé leur vaccin à la maison, afin d'avoir une bonne pratique pour la vaccination. Donc voilà, à toi Tatiana, je te laisse la suite. Alors pour la suite, on va vous demander donc la 3e question. Où puis-je faire l'injection de Madame Piquemal? Alors vous allez pouvoir voter dès maintenant sur l'application WooClap. Donc à votre avis, vous faites l'injection pour la vaccination contre la grippe dans l'abdomen, réponse 1, dans l'épaule, réponse 2, dans la cuisse, réponse 3, ou dans la fesse, réponse 4. Donc allez-y, vous pouvez commencer à voter dès maintenant. Je suis sûre que vous savez tous. Ouais, c'est très timide. Mais il y a très peu de votants qui osent se lancer. On n'a pas vos noms, on ne sait pas qui vous êtes. Donc c'est un vote anonyme. Donc soyez rassurés, il n'y aura pas de sanction à la fin du quiz. Allez, on vous laisse encore quelques secondes parce que là, il y a à peine la moitié des personnes présentes qui ont voté. Allez, on va pouvoir clore le vote. Voilà, il faut être rapide. Et donc la bonne réponse, c'était effectivement dans l'épaule. Pour l'injection contre la grippe pour Madame Piquemal, donc on fait effectivement l'injection dans le muscle deltoïde, donc à droite ou à gauche. Voilà, on voit un peu avec la personne si elle a un bras de préférence, mais a priori, pour nous, il n'y a pas d'importance. On peut aussi faire la vaccination dans la cuisse, au niveau de la face antérolatérale de la cuisse, s'il n'y a pas d'autres possibilités, si ce n'est pas possible dans le bras, ou s'il y a plusieurs vaccins aussi à faire le même jour. Et s'il y a plusieurs vaccins à faire, il faut penser que c'est un vaccin qui correspond à un site d'injection, ou sinon il faut laisser 2 cm entre les 2 points d'injection. Et puis la face antérolatérale de la cuisse, elle par contre sera privilégiée en général pour les vaccins, pour les petits, les nourrissons, parce que c'est un muscle qui est plus accessible et plus développé. Donc il n'y avait pas de piège sur cette question. La vaccination contre la grippe, on l'a fait de préférence au niveau du deltoïde. Et maintenant qu'on sait où faire le vaccin, comment allons-nous l'administrer, Élodie? Et c'est ce que nous allons poser à nos téléspectateurs. Comment dois-je, selon vous, administrer donc, le vaccin contre la grippe? On parle du vaccin de la grippe. Donc la réponse 1 par voie orale, la réponse 2 par voie intramusculaire, la réponse 3 par voie sous-cutanée, et la réponse 4 par voie intravasculaire. Je vous laisse quelques temps pour répondre. Soyez pas timide. Allez-y, n'hésitez pas. Là non plus, il n'y a pas la moitié des téléspectateurs qui osent répondre. Je pense que là, toutes les personnes qui voulaient voter ont dû voter, je pense, puisque ça ne bouge plus trop. On va donc passer aux réponses. Donc la bonne réponse était par voie intramusculaire. Donc en effet, il faut savoir que le vaccin de la grippe se fait par voie intramusculaire, comme beaucoup de vaccins, puisque ça évite le risque inflammatoire au niveau du point d'injection, et surtout, il y a des études qui ont permis de montrer que ça a amélioré aussi la réponse immunitaire. Donc voilà, il y a certains vaccins qu'on peut faire et en voie intramusculaire et en voie sous-cutanée. C'est le cas du ROR notamment. Pour la voie intradermique, c'est essentiellement pour le BCG. Je pense que c'est des choses que vous connaissiez déjà. On avait envie de faire un petit point pour remettre à jour tout ça, toutes vos connaissances. Donc voilà en ce qui concerne la voie d'injection. On peut se poser la question si par exemple Madame Piquemal était sous anticoagulant, est-ce que ça pourrait éventuellement changer quelque chose à cette voie d'injection? Donc la question qu'on va vous poser maintenant, c'est et si elle était sous traitement anticoagulant, est-ce que le vaccin selon vous serait contre-indiqué? Réponse 1. On lui demanderait d'interrompre son traitement avant la vaccination, réponse 2. On ferait l'injection en voie sous-cutanée, réponse 3. Ou réponse 4, on ferait quand même l'injection par voie intramusculaire avec une aiguille fine et puis on comprimerait par la suite. Donc on va vous laisser encore quelques temps de réponse. Donc là, on a déjà une visu sur les gens qui répondent. Allez-y, on ne connaît pas vos noms, comme a dit Tatiana. On ne fera pas d'enquête pour savoir qui a donné la mauvaise réponse. C'est assez timide, Tatiana. Oui, ça doit être ça. Ouais, c'est peut-être pas si facile que ça pour répondre. C'est vrai qu'on n'a pas mis de réponse. Je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait dû. Peut-être des personnes qui hésitent parce qu'ils ne savent pas. Peut-être.
Bon, on va s'arrêter là au niveau des réponses, hein. Donc, majoritairement, les personnes ont répondu que l'injection se ferait par voie intramusculaire avec une aiguille fine, puis on comprimerait. En effet, c'est la bonne réponse, hein. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on est sous traitement anticoagulant que la vaccination est contre-indiquée, bien au contraire. Et on peut toujours vacciner en intramusculaire en utilisant, comme on l'a dit, une petite aiguille avec une compression de quelques minutes dans le muscle deltoïde. Si toutefois il n'y avait pas de possibilité d'injection en intramusculaire parce qu'il y avait une contre-indication, un avis d'un spécialiste qui préfère qu'on fasse en sous-cutané, on peut toujours décider de faire le vaccin en sous-cutané profond. Voilà en ce qui concerne le site d'injection et la façon d'administrer le traitement. Tatiana, les internautes ont hâte de connaître la suite, c'est à toi. Alors la suite, ça y est, vous êtes prêts. Vous allez enfin pouvoir vacciner Madame Picmal. Donc, comment va se passer l'acte vaccinal concrètement ? Donc, on vous a fait juste un petit récapitulatif. Là, il n'y a pas de questions. Alors, c'est des choses aussi que vous savez, mais ça nous semblait important de poser les choses. Donc, avant, bien sûr, vous avez préparé vos affaires. Vous avez votre matériel à disposition, les poubelles d'acerie, les conteneurs à aiguilles, les compresses, désinfectants, etc. Alors, c'est important de bien installer la personne, mais vous-même, d'être bien installé aussi, d'être à l'aise. On se lave les mains ou on utilise une solution hydroalcoolique. On met des gants comme le préconisent les recommandations standards avant une injection. On vérifie l'absence de problème cutané au niveau du point d'injection. On désinfecte la peau. On laisse un petit temps de séchage en fonction du produit. Et puis ensuite, on peut enfin pratiquer l'injection du vaccin contre la grippe de Madame Picmal. Donc là, on l'injecte en intramusculaire au niveau du deltoïde. On a déjà dit, on ne fait pas d'aspiration avant l'injection intramusculaire, comme c'est recommandé, par exemple, quand on fait des injections intramusculaires dans la fesse pour des antibiotiques. Ce n'est pas du tout les mêmes recommandations. Là, déjà, on utilise une aiguille qui est fournie dans le kit du vaccin, qui est beaucoup plus courte qu'une intramusculaire classique. Donc, en fait, on fait une IM moins profonde. Et puis, au niveau du deltoïde, il y a moins de risques. Il n'y a pas de gros vaisseaux. Donc, il y a moins de risques d'être en intravasculaire. Et puis après l'injection, eh bien, on met un petit pansement, on élimine ses déchets de façon cohérente et on garde le patient 15 minutes en surveillance si possible. Et donc voilà, Madame Picmal est vaccinée, bravo. Donc Élodie, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh ben, la question, on va vous la poser, hein. Une fois que l'acte vaccinal est fait, comment se passe la traçabilité du vaccin ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? On peut l'inscrire dans le carnet de santé ? Réponse 1. Est-ce qu'on peut l'inscrire sur un carnet de vaccination électronique ? Réponse 2. Est-ce qu'on doit l'inscrire sur une attestation de vaccination ou dans le dossier médical ? Réponse 3. Ou est-ce qu'on ne fait pas du tout de traçabilité ? Réponse 4. Donc, comme on l'a déjà dit, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, on va vous laisser un petit temps pour pouvoir répondre. Alors, il y a peu de personnes qui répondent. Alors, allez-y, hein, vous êtes quand même 28 connectés, donc logiquement, on devrait avoir 28 réponses. Si, là, il y a du répondant, là. Ah, bon. Ça y est, c'est reparti, là ? Ok. Peut-être qu'il y a des hésitations aussi. On n'a pas mis de temps pour répondre. Peut-être qu'on aurait dû. C'est pas trop quand dire stop, du coup. Bon, c'est pas trop mal. Je pense que ça bouge plus. Je pense qu'on va pouvoir, en effet, mettre la réponse. Donc, les 3 premières réponses étaient la bonne, hein. En effet, dans le cadre de la vaccination, pour passer sur la diapo, en fait, on peut faire la traçabilité dans le carnet de santé si le patient en a un, ou dans un carnet de vaccination. Il y a également le carnet de vaccination électronique qui est possible en ligne, hein, sur laquelle on peut inscrire les vaccinations, ce qui est plutôt pratique parce qu'on peut le partager avec différents professionnels. Et quand on est dans un milieu hospitalier notamment, on peut être amené à inscrire sur un registre de vaccination, sur un dossier médical de soins, la vaccination. Donc, dans la traçabilité d'un vaccin, ce qui est important d'écrire, c'est la date du vaccin, le nom du vaccin, le numéro de lot, la date de péremption, et également d'inscrire le cachet du prescripteur ou du vaccinateur avec sa signature pour avoir à peu près une traçabilité complète. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la traçabilité. Donc Tatiana, que devient Madame Picmal après sa vaccination, s'il te plaît ? Alors, Madame Picmal, figurez-vous que 3 jours plus tard, elle vient vous voir et elle est très inquiète parce qu'elle a remarqué une augmentation du nombre de ses cheveux blancs. Donc là, elle est accompagnée de sa fille qui est enceinte et qui se pose des questions aussi sur la vaccination. Donc vous êtes face à ces 2 dames et Madame Picmal, finalement, elle s'interroge et elle vous demande est-ce que la vaccination a un rapport avec l'augmentation de ses cheveux blancs. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire ? Donc vous pouvez déjà commencer à voter. Donc soit réponse 1, c'est forcément une conséquence du vaccin.
Réponse 2, les vaccins n'ont aucun effet secondaire. Réponse 3, les effets secondaires graves suite à la vaccination sont très rares. Ou alors réponse 4, vous lui conseillez de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Donc on vous laisse voter, la question est facile. Il n'y a pas de piège. Il va falloir rassurer Madame Picmal, là, parce qu'elle est quand même pas trop... Ça la chagrine un petit peu, cette histoire de cheveux blancs. Donc il y a quand même battle entre les réponses 3 et 4. C'est intéressant. Donc on va pouvoir voir la bonne réponse. Donc normalement, voilà, vous pouvez la rassurer en lui disant que les effets secondaires graves suite à la vaccination sont très rares. Et vous pouvez aussi lui conseiller d'aller chez le coiffeur, ça c'est pas un problème, mais bon là on sort un petit peu de notre champ de compétences. Concernant les effets indésirables, donc pour les vaccins du calendrier et puis le vaccin contre la grippe, ils sont bien connus. Donc on sait que c'est une activation en fait du système immunitaire et que 5 à 10% des personnes vaccinées pourront les ressentir. Donc c'est soit une réaction locale, souvent c'est une douleur au point d'injection, une rougeur, un gonflement, etc. dans les jours qui suivent. On a juste précisé que pour le vaccin BCG, donc là on sort complètement de la vaccination grippe, mais il peut y avoir d'autres apparitions cutanées avec une petite suppuration, une croûte, etc. Et puis l'autre réaction bien connue, c'est plutôt une réaction de fièvre aussi dans les jours qui suivent pour les vaccins inactivés, mais ça peut être aussi un petit peu décalé jusqu'à presque une semaine pour les vaccins vivants. Donc il ne faut pas s'inquiéter si finalement quelques jours après la vaccination on l'a un peu oublié et puis hop, il y a une petite pointe de fièvre qui arrive. Donc ça c'est pour les effets indésirables bien connus et qui sont maîtrisés, et on prend un peu de paracétamol et les choses rentrent dans l'ordre. Et puis il faut quand même avoir en tête ce qui peut arriver heureusement de façon très exceptionnelle, c'est le choc anaphylactique. C'est très rare, on estime que ça correspond à peu près à 1 sur 1 million. Donc il faut bien aussi le différencier du malaise vagal, qui là c'est complètement autre chose, ça met en jeu d'autres mécanismes et c'est pas du tout le même impact au niveau vital, évidemment. Le malaise vagal, ce sera l'hypotension souvent due au stress, la peur de la piqûre, etc. Donc là on sait faire, on allonge la personne, on lui lève les jambes, on la resucre. Et en général, la personne reprend ses esprits très rapidement. Par contre, le choc anaphylactique, où là, il y aura de l'urticaire, un œdème du visage, des troubles respiratoires, des troubles digestifs, etc. Là, c'est une urgence vitale. Il faut appeler le 15. Et c'est bien d'avoir aussi de l'adrénaline à portée de main pour pouvoir faire une injection en attendant les secours. S'il y avait un événement indésirable, il faut bien évidemment, comme tous les médicaments, le déclarer. Et puis finalement, ce qu'on aimerait faire passer comme message, c'est que les complications liées à la maladie sont bien plus graves et plus fréquentes que les complications liées au vaccin. Et donc Madame Picmal, on vous le disait, elle est venue accompagnée de sa fille qui est enceinte et qui se pose des questions aussi sur la vaccination. Donc Élodie, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui répondre à toutes ces interrogations ? Eh ben, elle n'a pas dû voir l'intervention du docteur Girard, donc du coup, on va rebondir. Selon vous, quel vaccin conseillez-vous avec sa fille, du coup ? Donc, vous allez pouvoir répondre soit réponse 1, la grippe, réponse 2, le DTPC, réponse 3, le ROR. Donc, on vous laisse encore quelques temps pour répondre. Donc, Plusieurs réponses possibles. Hein, exactement, plusieurs réponses possibles, toujours pareil. Ouais. Mais oui. C'est très timide. Là, c'est facile, vous avez eu les réponses tout à l'heure. Oui, c'est ça. Aucune excuse. Au niveau des réponses, on va donner la réponse. Donc en effet, la grippe et des TPC, on en a parlé tout à l'heure avec le docteur Girard, donc il n'y a pas de contre-indication à se faire vacciner contre la grippe, quel que soit le stade de la grossesse. On vous a refait un petit tableau qui redit ce que le docteur Girard vous a dit tout à l'heure. Et par rapport au DTPC, on a dit que la vaccination pendant le 2e trimestre de grossesse, entre la 20e et la 36e d'aménorrhée, était fortement conseillée pendant une grossesse, et ce à chaque grossesse. Donc voilà. Donc Tatiana, maintenant qu'on a rassuré sa fille sur les vaccinations à faire, elle se pose également une question sur la douleur. Est-ce que tu vas pouvoir lui répondre ? Alors oui, effectivement, la fille, Madame Picmal, malgré nos bons conseils, hésite toujours à se vacciner et elle vous demande en fait si elle va avoir mal. Donc là, vous allez aussi pouvoir voter. C'est la dernière question de notre présentation. On arrive bientôt à la fin. Donc à votre avis, est-ce que si vous répondez réponse 1, non, ça passera comme une lettre à la poste, voilà ce que vous lui dites à cette dame. Ou alors vous lui dites réponse 2, oui, mais vous oublierez vite. Ou alors réponse 3, oui, un peu, mais nous pouvons réduire la douleur. Donc à votre avis, concernant la douleur, en fait, la peur des piqûres, par rapport à cette dame, qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre ?
ok, on va pouvoir voir la bonne réponse que nous on avait choisie, c'était plutôt de lui dire, oui, un vaccin ça peut faire un peu mal, mais il y a des moyens quand même de faire en sorte que ça se passe bien. Donc les conseils qu'on va pouvoir donner à cette dame et puis finalement à tous les patients dont vous vous occupez, c'est déjà de bien informer la personne sur le déroulement du soin. Effectivement, c'est juste une piqûre, mais la personne elle ne sait pas forcément comment ça va se passer. Et puis il y a des petits moyens pour gérer la douleur. Alors, après, c'est à chacun de voir en fonction de ses affinités. Ça peut être faire parler la personne, faire des petits exercices de respiration abdominale qui sont très faciles à mettre en place. Il faut penser qu'il y a certains vaccins qui sont un petit peu plus douloureux, comme le vaccin contre le papillomavirus et puis l'hépatite B. Donc, il faut le savoir. S'il y a plusieurs vaccins à faire le même jour, on peut finir par ceux qui sont plus douloureux. Le vaccin contre la grippe, il ne fait pas forcément plus mal. Après, ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Il faut éviter de masser aussi au point d'injection. Finalement, ça ne sert à rien, puis ça fait mal. Donc, on ne fait pas ça. Et puis, c'est bien d'informer aussi des effets secondaires éventuels. Puis, ce qui va être très important, en fait, c'est d'instaurer un climat de confiance avec les patients dont vous vous occupez. Donc ça, c'est plutôt des conseils généraux. On a fait juste une petite diapo. Je ne vais peut-être pas tout détailler parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est un petit peu particulier. Il faut prendre le temps aussi pour que ça se passe bien, ce soin qui est un peu, parfois un peu sportif. Donc c'est important de pouvoir faire participer les parents, d'avoir des jouets, des doudous, la distraction qui peut être de la musique, des écrans. Ça marche bien. On a utilisé aussi Buzzy, qui est un petit dispositif antalgique qui associe des vibrations et du froid. Ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en plus. On peut proposer l'allaitement aussi ou le biberon pour les parents qui sont d'accord. Voilà, il y a différentes choses auxquelles on peut penser aussi pour les enfants pour essayer que ça se passe le mieux possible et qu'ils ne gardent pas un souvenir traumatisant de leur vaccin. On arrive sur la conclusion de notre présentation. Donc, si vous avez retenu, en tout cas, nous, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que l'acte vaccinal, ce n'est pas un geste technique très compliqué, mais il y a quand même 2-3 petites choses à avoir en tête pour que ça se passe bien. Et puis, vous, en tant que professionnel de santé, finalement, vous avez un rôle important à jouer dans cette promotion de la vaccination. Et là, on parle de la vaccination en général, pas que la vaccination contre la grippe. Il faut savoir qu'il y a une étude de 2016 sur les sources d'informations que les patients utilisaient pour avoir des infos sur les vaccins, justement, qui montrait en fait que c'est majoritairement l'avis de leur médecin traitant qui était recherché. Donc finalement, c'est les professionnels de proximité dans lesquels les patients ont plus confiance. Donc c'est là où on voit que vous avez ce rôle à jouer dans votre attitude et votre posture positive autour de la vaccination. Alors malgré, c'est vrai, une certaine méfiance du public en France, ça, on le sait, il y a une autre étude sur la perception des vaccinations qui montrait bien que les Français étaient un peu champions, ils doutent de l'intérêt des vaccins et de leur sécurité. Donc pour pouvoir rassurer les gens, c'est bien de pouvoir faire des liens avec leur vie, pour pouvoir montrer que tel vaccin va être important pour eux parce que eux, dans leur situation, dans leur quotidien, il va y avoir un vrai bénéfice à cette vaccination. Donner des informations fiables qui sortent d'études scientifiques, qui sont du coup pas, on ne peut pas remettre ça en cause, qui peuvent répondre aux différentes idées reçues. Et puis bien sûr, avoir des arguments adaptés et accessibles en fonction des différents publics. Donc ça, c'est un petit peu les sources aussi qu'on vous a mis, que vous connaissez sûrement déjà, mais qu'on a voulu réécrire. Puis ce sont des sites qui sont faciles d'accès pour vous, mais aussi pour vos patients, parce que le site Vaccination Info Service, il y a une partie patient et une partie professionnelle de santé. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention, votre participation à notre quiz. C'était une première pour nous, donc c'était bien de pouvoir tester et de voir que certains ont participé. Merci Élodie. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup pour ce truc et astuce. On espère que vous avez apprécié derrière votre écran et puis que vous avez pu participer. Donc on a une petite question quand même. Alors je ne sais pas qui va répondre. Peut-être nos médecins vont pouvoir aider Tatiana et Élodie. Donc la question c'est, dans le cadre libéral, le vaccin, lorsqu'il est congelé, comment la personne peut-elle avoir un nouveau vaccin ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un retour à la pharmacie et échange du vaccin ? Est-ce qu'il faut refaire une prescription par le médecin traitant ? Voilà, c'est vrai que ça peut être problématique parce que la personne a déjà pris son vaccin à la pharmacie. Tatiana, on n'a jamais eu ce genre de situation, mais on peut imaginer que, alors si c'est un vaccin lambda, qu'il faut à nouveau une prescription pour pouvoir aller le chercher à la pharmacie, ou après avoir peut-être avec le pharmacien qui peut être
qui peut peut-être délivrer un nouveau vaccin, mais moi, je vois pas trop d'autres possibilités. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense notamment par rapport au remboursement, parce que le pharmacien, il va pas délivrer 2 vaccins. Enfin, après, soit il va faire payer le patient s'il n'a pas de prescription. Donc, je pense qu'il faut repasser par le prescripteur et refaire faire une prescription. Ouais. Malheureusement. Alors ça peut être le même cas s'il y a une non-conformité. Lorsqu'on ouvre la boîte, on ouvre le kit où il y a le vaccin. Voilà, nous, on a tous le souvenir de vaccins, notamment, par exemple, de méningocé, où il y avait un liquide trouble. Donc surtout, un vaccin qui est non conforme, dont on n'est pas sûr, on ne l'utilise pas. Il peut y avoir une problématique de production industrielle et il peut y avoir une non-conformité du médicament. Donc à ce moment-là, oui, c'est retour à la pharmacie et le pharmacien peut peut-être donner un autre lot, voir s'il y a un problème sur le vaccin. Alors le problème de la congélation, c'est vrai que le pharmacien, il l'a délivré. Normalement, il ne devait pas être congelé à ce moment-là, s'il a été bien conservé. Après, malheureusement, les personnes à domicile peuvent avoir effectué une conservation dans un réfrigérateur un peu trop puissant ou trop près des parois, comme disait Élodie. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête que si on a le moindre doute sur une non-conformité du matériel qu'on utilise ou de la qualité du vaccin que vous allez injecter, je pense qu'il faut être par précaution, ne pas utiliser et puis represcrire à nouveau. On va avoir le même principe si au moment de l'injection, on a eu un problème de manipulation, on est appuyé, l'aiguille s'est désinsérée, ou on a perdu la moitié du produit. Dans ce cas-là, la conduite à tenir, parce qu'on a souvent des questions au centre de vaccination, ça va vraiment être de considérer qu'on n'a rien fait et de refaire une dose, donc de represcrire ou de faire represcrire et de réinjecter la dose. Oui. Alors, on a toujours donc ces recommandations. On peut toujours vous aider dans une situation délicate, comme le dit le docteur Girard. Vous pouvez toujours nous envoyer aussi une demande d'avis à l'adresse mail du centre de vaccination. En général, un médecin vous répond assez rapidement. Donc, c'est CFPD, donc en minuscule, @chd, toujours en minuscule, -du6, vendée sans accent.fr. Mais peut-être que vous connaissez déjà cette adresse et qu'on est déjà en lien avec vous. Mais n'hésitez pas quand vous avez un doute. Ou nous, on a souvent des personnes qui nous... on recueille pas mal d'informations, donc on peut vous aider. On est toujours en soutien aux professionnels qui ont des demandes. Voilà, cette soirée s'achève. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Les échanges ont été interactifs, c'était intéressant. Je remercie tous les intervenants, je remercie la technique, qui ont pu permettre que cette soirée ait lieu. Je voudrais vous signaler que le 4e et dernier volet des mardis de la vaccination aura lieu le 8 novembre 2022. Et puis vous pourrez toujours revoir celle que vous avez manquée. Ou si vous voulez revoir notre prestation encore une fois, écoutez en replay, il n'y aura pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un prochain mardi de la vaccination. Et puis vaccinez bien. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.